Qatar va financer la construction d'infrastructures sanitaires et hôtelières au Burkina Faso. L'émir du Qatar a annoncé ce financement au président du Faso qu'il a reçu ce matin à Doha. Roch-Marc Christian Kaboré séjourne depuis hier au Qatar pour une visite d'amitié et de travail. À l'absence donc du président du Faso, c'est le Premier ministre qui a présidé le Conseil des ministres de ce mercredi. À ce conseil, l'exécutif a reconnu qu'il y a eu des manquements dans la gestion du fonds spécial routier. Plus de 400 millions de francs CFA ont effectivement disparu, comme cela avait été relayé par la presse. Et des questions d'énergie ont aussi été évoquées à ce conseil. Nous en parlerons avec le ministre de l'Énergie, qui est l'invité de ce 20h. Des révélations à la suite du mouvement d'humeur à la police nationale. Dans un rapport publié cet après-midi, il ressort que sur 408 institutions financières et hôtelières sécurisées, ceux 232 disposent d'un contrat formel. Et cette situation fait perdre à l'État burkinabé plus de 2 milliards de francs CFA par an. En sport, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 débutent le mois prochain. Les étalons seront de la partie et ce matin, le staff technique a publié les différentes listes pour la préparation du match contre l'Angola. Ce match est prévu le 10 juin prochain. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, le président du Faso, en visite officielle à Doha, a été reçu ce matin par l'émir du Qatar. Un accueil des grands hôtes de l'émirat a été réservé à Roch-Marc Christian Kaboré. Et du tête-à-tête et de la séance de travail qui ont suivi, il ressort que l'émir du Qatar a marqué son accord pour le financement de la construction des centres de cancérologie et des hôtels au Burkina Faso. Le point avec nos envoyés spéciaux Yacouba Gamene et Pascal Kani. C'est un accueil royal qui est réservé au président du Faso au palais de l'émir du Qatar. Ce genre de cérémonie est strictement réservé aux responsables des pays amis de l'émirat. Après les deux hymnes nationaux, la tradition veut que la personnalité reçue marche avec l'émir sur environ 500 mètres au son de la fanfare de l'émirat. Le protocole d'accueil fini, c'est le moment de parler des affaires bilatérales. Les deux personnalités se retirent avec un cercle restreint de délégations, puis en tête-à-tête pendant près d'une heure. Pas de communiqué à l'issue de l'audience, mais il est question essentiellement de financement d'infrastructures au Burkina Faso. Je vous ai parlé du centre de cancérologie pour lequel l'émir a marqué son accord pour le financement. Il y a également l'appui à la conférence des femmes de l'OCI qui va se tenir l'année prochaine dans notre pays. Il y a aussi des projets d'infrastructure comme des hôtels que nous sommes en train de voir ensemble. Il y a en tout cas l'appui en équipement, en renseignement, en système de communication dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Cette visite officielle fera certainement bouger les lignes dans la concrétisation des projets communs. Certains dossiers comme les centres de cancérologie sont bien avancés. Ce mercredi soir, le ministre de la Santé du Qatar rencontre d'ailleurs le président du Faso pour parler entre autres de ce centre de cancérologie. L'exécutif burkinabé l'a confirmé en conseil des ministres de ce mercredi. Plus de 400 millions de francs CFA ont effectivement disparu des caisses du fonds spécial routier. Le conseil des ministres, présidé par le chef du gouvernement, a également marqué son accord pour la subvention de certains intrants agricoles à hauteur de 3 milliards de francs CFA. La synthèse avec Consul Koulibaly et Draman Dadian. La saison pluvieuse s'installe. Et pour cette campagne agricole, le gouvernement décide de mettre la main dans la poche. Plus de 3 milliards de francs CFA seront injectés pour faciliter l'acquisition des intrants agricoles aux producteurs. Nous avons approuvé les résultats d'un appel d'offres pour la fourniture d'engrais dans les 13 régions du Burkina, d'un montant d'à peu près 3 milliards de francs CFA. Il s'agit donc de 3 lots qui vont toucher 588 tonnes d'engrais NPK, 3600 d'urée et 1152 tonnes de DAP. Des manquements, oui. Il y en a eu dans la gestion du fonds spécial routier. Le ministre des Infrastructures le confirme, même si le feuilleton judiciaire se poursuit sur cette affaire.
Selon lui, la mesure disciplinaire est déjà en vigueur. Ce fonds a été effectivement condamné à payer un peu plus de 401 millions de francs CFA à la Société Générale Burkina Faso, ex-SGBB. Et je crois le président du conseil d'administration, le directeur général du fonds et l'avocat conseil du fonds ont examiné ce dossier et ont décidé de licencier le directeur financier et comptable du fonds. Et ce licenciement a été effectivement fait le 20 mars 2017. Interrogé sur la suite à donner à l'agression du président de l'association des journalistes du Burkina lors de la journée nationale du paysan à Kaya, le ministre de la Communication réitère l'engagement du gouvernement pour un climat de travail plus apaisé. Quant à la grève entamée par les agents du Trésor depuis le 8 mai dernier, les concertations se poursuivent. Foi du ministre Danguino. Qu'il voit dans quelle mesure nous pouvons endiguer ces aspects-là. Et à ce conseil des ministres, le ministre de l'Énergie a fait la situation de l'exécution des projets dans le secteur de l'énergie. Nous en parlons justement avec le ministre Alpha Oumar Dissa, présent sur notre plateau. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, justement, quelle est la situation de l'exécution des projets qui concernent le secteur de l'énergie à ce jour? Alors, il faut dire qu'au niveau du secteur de l'énergie, nous avons deux cibles donc, dans le PNDS, à savoir donc atteindre 1000 MW de puissance installée et avoir donc à terme un taux de couverture de 80%. Et en la matière, nous avons plusieurs axes pour pouvoir atteindre donc ces objectifs. Il y a d'abord l'extension du réseau pour pouvoir atteindre les 80%. Et pour l'extension du réseau, nous avons l'électrification rurale qui est en tout cas la cheville ouvrière de l'extension du réseau. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons donc électrifié 40 localités à travers le projet PASEL. Nous avons également fait l'électrification décentralisée dans 120 localités. Nous avons également, à travers ce projet, électrifié 18 localités à travers donc, la phase finale du projet Prielaire. Et en termes de projet en exécution actuellement, nous avons le Burkina, en réalité, avait plusieurs chefs-lieux de département qui n'étaient pas encore électrifiés. Et nous avons lancé au mois d'octobre à Kaya l'électrification des 57 chefs-lieux de département qui restaient. Et au jour d'aujourd'hui, les travaux sont exécutés à hauteur de 50%. Ça veut dire qu'on a près d'une trentaine de localités aujourd'hui qui sont électrifiées dans ces projets. Et également, nous avons le démarrage actuellement du projet de 79 localités dans le cadre du même projet PASEL. Donc ensuite, il y a le renforcement du réseau. Le renforcement du réseau, là également, on a un certain nombre de lignes d'interconnexion entre les différentes villes qui ont été exécutées, dont le dernier en date est la ligne Ouaga-Waiguia. Et enfin, nous avons tout ce qui est fait pour augmenter la production par la voie thermique ou solaire. Le projet solaire, nous avons inauguré le projet de Ziga et nous avons également Zaktouli qui est en cours, qui va bientôt finir et très bientôt également on va lancer un certain nombre de projets dans le domaine du solaire. Et au niveau de la production thermique, nous avons récupéré 25 MW de thermique pour augmenter la puissance au plan national. Et également en termes de projets en cours d'exécution, c'est l'interconnexion avec le Ghana qui est exécutée à près de 80% aujourd'hui. Alors, et en termes financiers, combien toutes ces réalisations-là ont coûté et qui finance justement? Oui, il faut savoir donc que le ministère de l'Énergie a de gros projets qui sont en cours. C'est vrai qu'il y a quelquefois des difficultés, mais on peut dire qu'il y a beaucoup de choses à venir. En termes de projets, des coûts des projets, les projets de renforcement du réseau et d'augmentation des capacités avec les partenaires techniques et financiers s'estiment aujourd'hui à près de 160 milliards de francs CFA, dont 110 milliards, il ne reste que le projet PASEL, qui est le projet d'appui au secteur de l'électricité. Et pour les projets du PNDS, nous avons au total 168 milliards qui sont programmés sur des projets d'augmentation des capacités, d'installation solaire et d'électrification rurale d'ici 2019. Est-ce qu'il y a des partenaires de l'État justement qui contribuent au financement de ces projets ? En dehors de l'État? Oui, les projets que j'ai cités sont des projets dont les financements sont acquis soit
à travers donc le financement de l'État ou des partenaires techniques et financiers. Mais à côté de ça, nous avons les projets en partenariat public-privé, notamment le projet de la grande centrale thermique de Ouaga-Est et également les projets donc de construction de 7 centrales solaires. Ces projets sont des projets en partenariat public-privé dont l'estimation ne rentre pas en compte dans les coûts que je viens de vous donner tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être venu nous donner toutes ces informations concernant donc le secteur de l'énergie. Je rappelle que nous recevions le professeur Alpha Ouma Dissa, ministre de l'énergie. Suite à ce journal, l'Assemblée nationale a produit un rapport sur les activités qu'elle a menées en 2016. Et dans l'ensemble, la représentation nationale est satisfaite de son travail en une année, mais elle reconnaît que de nombreux défis restent à relever. Le comité mis en place pour élaborer ce rapport l'a remis ce mercredi au président de l'Assemblée nationale. Des précisions avec Jean-Eudes Bayala et Nathalie Sawadgo Onabaloum. C'est un rapport d'environ 100 pages. Il présente toutes les activités menées par les députés de la 7e législature depuis la validation de leur mandat. Ce rapport est décliné en 4 grands axes. L'essentiel dans ce rapport, c'est de montrer le travail législatif, le travail parlementaire. C'est montrer au plan de la diplomatie parlementaire ce que nous faisons. Pour le président de l'Assemblée nationale, ce rapport est un outil d'information, de vulgarisation des activités de l'Assemblée nationale, mais surtout d'inspiration pour le futur. Nous ne devons pas nous satisfaire de ce que nous avons accompli au cours de l'année 2016. Même s'il y a eu des avancées notables, nous devons perfectionner notre travail au niveau du Parlement. Et à ce niveau, je pense que ce rapport viendrait aussi appuyer les corrections que nous devons apporter à notre travail. Je crois que l'année 2016 a vu des efforts au niveau des députés. Il y a eu des innovations, même si elles ne sont pas toutes connues du grand public. Tous les groupes parlementaires se sont employés à faire de l'Assemblée vraiment un centre de refondation démocratique. 2017 est l'année de tous les défis, car selon Salif Diallo, de grands chantiers restent à réaliser. Ce sont entre autres la construction de nouveaux sièges pour l'Assemblée nationale, la mise en fonction de la télévision parlementaire et l'adoption d'un statut de la fonction publique parlementaire. Restons à l'Assemblée nationale où le président de cette institution a reçu ce jour la représentante résidente de l'UNICEF, Anne Vincent, est allée informer Salifou Diallo de la tenue prochaine d'une réunion internationale du groupe parlementaire de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette réunion qui se tiendra à Ouagadougou abordera la problématique de la malnutrition qui, selon l'UNICEF, touche un enfant sur 3 au Burkina Faso. Avec cette audience, la représentante résidente de l'UNICEF demande donc l'accompagnement de l'Assemblée nationale pour la bonne tenue de cet événement. Autre point de l'actualité, il n'y aura pas de boycott des examens scolaires cette année. La menace de boycott a été levée grâce à un accord trouvé entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et la coordination nationale des syndicats de l'éducation. Le protocole d'accord a été signé cet après-midi même par les deux parties après 4 mois de négociations. Plus de précisions avec Gérard Sommet et Omar Zombri. Une poignée de main entre le ministre de l'Éducation nationale et le coordonnateur national des syndicats de l'éducation. Ces deux partenaires viennent de trouver un accord à la suite d'une négociation entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation entamée depuis février dernier en vue de la révalorisation de la prise en charge des examens. Avec ce compromis, la menace qui pesait sur le boycott des examens CEP, BEPC, CAP, BAC de la session 2017 vient d'être écarté. Tous les acteurs, gouvernement comme syndicats, se réjouissent que nous y soyons parvenus à ce compromis qui permet dans notre pays que ces examens se tiennent à bonne date et se tiennent dans la qualité et selon les normes qui sont requises. Pour le coordonnateur national des syndicats de l'éducation, ce protocole d'accord est un pas en avant dans la lutte pour l'amélioration des conditions de travail des enseignants.
Sa mise en application entraînera des augmentations des frais de prestation dans la correction des copies. Cette année, les copies du CEP passent de 150 à 200 et l'année prochaine à 250. Pour le BPC, ça passe de 300 à 350 et l'année prochaine 400. Pour le bac, la copie passe de 400 cette année à 450 et l'année prochaine 500. Cet accord va coûter au gouvernement plus de 3,5 milliards de francs CFA. Wen Yamzongo a rassuré et exhorté tous les enseignants mobilisés pour ces examens à continuer le travail afin de permettre aux 746 000 candidats, tout examen confondus, de passer leurs examens dans la quiétude. Et c'est loin d'être le cas du côté du syndicat autonome des agents du Trésor qui s'est prononcé aujourd'hui sur la grève qu'il observe depuis quelques jours. Selon ce syndicat, les négociations avec le gouvernement piétinent sur des points tels que la sécurité des agents, les primes de rendement et le statut de ce corps. Il entend donc maintenir la lutte jusqu'à la satisfaction de tous les points de sa plateforme revendicative. Amadou Ilboudo et Maïmouna Traoré. Le syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina est mécontent du traitement réservé à sa plateforme revendicative. Il exige la satisfaction des 19 points qu'elle comporte. C'est la condition pour reprendre le travail. Pour son secrétaire général, ce n'est qu'une plateforme minimale et les négociations n'ont jusqu'à présent pas donné de résultats satisfaisants, contrairement à une communication gouvernementale qui note la satisfaction de 16 points. Nous avons dit au gouvernement dès les premiers instants que la plateforme minimale, c'est le minimum que les travailleurs du Trésor demandent pour pouvoir effectivement reprendre avec sérénité le travail. Sur ces points dont nous parlons, à savoir le statut autonome, il faut effectivement le satisfaire. Le représentant de la Confédération générale des travailleurs interpelle les autorités sur le projet de loi portant réglementation des grèves au Burkina Faso. La Convention 98 de l'Organisation internationale du travail, qui a été ratifiée par la Haute-Volta, dit que quand on procède à des lois qui permettent de licencier un travailleur pour faire de grève, ça peut aboutir à des cas de déstabilisation sociale. Voilà pourquoi nous avons dit la proposition de loi qui dit que désormais on peut recruter des travailleurs pour remplacer ceux qui sont en grève, ça porte des germes de guerre civile. Pour le SATB, la lutte continue. Il annonce des arrêts de travail du 22 au 29 mai prochain, puis du 30 mai au 16 juin et même une grève illimitée jusqu'à la satisfaction de la plateforme revendicative. Autre point de l'actualité, des informations se révèlent à la suite du mouvement d'humeur à la police nationale. Sur plus de 400 institutions financières et hôtelières qui bénéficient de la présence des agents de sécurité, seuls 232 disposent d'un contrat formel. Conséquence de cette situation, l'État burkinabé perd plus de 2 milliards de francs CFA chaque année. Ce sont là quelques chiffres du rapport sur les services payés de la police, un rapport publié cet après-midi par les services d'inspection du ministère de la Sécurité. Issaka Ouedraogo et Kafando. Le rapport sur le service payé de la police nationale est tombé sur 408 institutions financières et hôtelières sécurisées. Seuls 232 disposent d'un contrat formel. 2 institutions disposent d'un contrat partiel et les 174 ne disposent d'aucun contrat. Le document fait également mention de sommes colossales perçues par 28 responsables sans aucune base légale. Et pour le ministre de la Sécurité, la publication de ces résultats est un exercice de transparence et de redevabilité, des principes qui doivent désormais guider le travail à la police nationale afin de faire d'elle une institution respectable et respectée. Tout cela est parti d'un texte de 1979 qui au jour d'aujourd'hui est complètement dépassé. Le rapport sera acheminé aux plus hautes autorités et aux organes de contrôle comme la SE, mais dans l'immédiat. C'est que jusqu'à ce que le décret, le gouvernement opine sur un nouveau décret, il n'y aura plus de fonctionnement comme cela avait été déjà pris. Si on a un contrat avec une banque qui doit payer régulièrement 1 million par mois, ce million-là rentrera dans la caisse de la structure et la structure va en faire une utilisation qui profite à l'ensemble des policiers. Pour l'INAPOL, le syndicat de la police nationale, le rapport constitue un élément de satisfaction, mais le travail ne doit pas s'arrêter là.
Nous sommes attristés parce que le rapport que nous avons, qui nous a été présenté ce soir, voilà un rapport qui aurait dû être présenté depuis 2011. Parce qu'en réalité, c'est à cause des injustices, de l'exploitation que nos 136 camarades sont aujourd'hui dans la rue et ont été radiés pour des raisons fallacieuses, pour des règlements de compte. En rappel, la clarification du service payé de la police nationale avait fait l'objet de revendications lors du mouvement d'humeur constaté à la CERES à Ouagadougou le mois dernier. Quel est l'état de la mise en œuvre du tarif extérieur commun dans les pays de la CEDEAO? La question est au centre d'une concertation à laquelle participent des experts des 15 États de la CEDEAO. Cette rencontre d'évaluation permettra de mesurer les impacts du tarif extérieur commun sur l'intégration sous-régionale. La rencontre a débuté hier dans la capitale burkinabé. Jean-Eudes Bayala, Sanoua Christine Koulibaly. C'est une rencontre internationale pour évaluer le champ de l'intégration sous-régionale. Il s'agit concrètement pour ces experts venus des 15 pays de l'espace CEDEAO de mesurer l'impact de la mise en œuvre du tarif extérieur commun et des accords de partenariat économique de l'Union européenne sur la transformation structurelle des économies. En ce qui concerne les accords de partenariat économique que la sous-région va signer avec l'Union européenne, nous avons déjà sur 15 pays, 13 qui ont déjà signé ces accords. Pour que ces accords entrent en vigueur, il nous faut non seulement que les 15 pays puissent signer, mais aussi qu'il y ait 2 tiers des pays qui ont ratifié ces accords-là. Convaincre les plus sceptiques, mais aussi engager des réformes pour consolider les acquis. L'exercice est nécessaire pour dégager un large consensus pour la mise en œuvre effective des 2 accords. C'est une réunion qui va permettre de faire le point, de voir quels sont les problèmes que nous rencontrons dans la mise en œuvre effective donc, de ce tarif extérieur commun-là. Quelles sont les mesures d'accompagnement et de consolidation qu'on peut offrir à notre État pour que nous puissions tirer au maximum donc, les avantages qui peuvent donc, ressortir donc, de cette mesure-là. Des 2 jours de travaux de Ouagadougou devraient sortir des recommandations pertinentes, réalistes et capables d'impulser une transformation structurelle aux économies des États membres de l'espace CEDEAO. Intéressons-nous à présent au secteur de la télécommunication avec la compagnie Orange qui a inauguré les premières liaisons en fibre optique de sa filiale au Burkina Faso. Ces fibres optiques permettront d'avoir un haut débit dans le domaine de la télécommunication dans notre pays. Et ce sont environ 10 milliards de francs CFA que la Fondation Orange a mobilisé pour cet investissement. Roger Kam et Oumou Sissé. De l'Internet très haut débit pour les clients de Orange Burkina. Et cela est possible grâce aux premières liaisons en fibre optique qui desservent la ville de Ouagadougou et celles reliant Ouagadougou à la frontière avec le Ghana. Et c'est le président directeur général d'Orange qui a procédé à l'inauguration. Il a également procédé au lancement des travaux de construction de la fibre optique qui reliera Ouagadougou à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Une interconnexion qui offrira aux entreprises et aux particuliers l'Internet très haut débit pour le transfert rapide de gros fichiers et assurera la sortie du trafic Internet et voix à l'international via le Ghana et la Côte d'Ivoire. Le gouvernement du Burkina Faso, dans son nouveau référentiel de développement qu'est le Plan national de développement économique et social, accorde une place prépondérante au développement de l'économie numérique. Je voudrais donc, une fois de plus, au nom du gouvernement, exprimer toute notre reconnaissance à votre groupe pour cet apport substantiel au développement économique et social de notre pays. Après le lancement des travaux de la nouvelle tranche, Stéphane Richard et sa délégation sont reçus par le Premier ministre. Je lui ai parlé du chantier de la fibre optique. Je lui ai parlé également de la 4G. Pour laquelle, donc c'est la nouvelle génération de téléphonie mobile pour laquelle nous sommes là aussi prêts à investir dès que ce sera possible. Je lui ai également parlé de nouveaux domaines comme l'argent mobile ou l'énergie ou encore le e-gouvernement, dans lequel, tous ces domaines dans lesquels Orange a beaucoup d'expertise. Orange est l'un des premiers opérateurs à utiliser les câbles sous-marins selon son président directeur général. Et à la fin des travaux, le réseau couvert en fibre optique sera de 916 km pour un investissement d'environ 10 milliards de francs CFA.
Restons avec la Fondation Orange qui intervient aussi dans le social au Burkina Faso. Hier, le PDG de cette fondation a fait un don de matériel à l'unité d'hémodialyse du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. La valeur de ce matériel est estimée à 120 millions de francs CFA et ce matériel vient soulager le CHU Yalgado Ouedraogo qui fait face à une forte demande en dialyse. Roger Kam et Oumou Sissi. Ces patients souffrant d'insuffisance rénale sont en pleine séance de dialyse. Ils ont droit à une séance tous les 6 jours au lieu de 3 séances recommandées par semaine. Et avec ce don de la Fondation Orange composé de 5 générateurs, 5 fauteuils et de 1350 kits, la fréquence des dialyses de ces patients va augmenter. 5 postes de dialyse vont venir vraiment renforcer la capacité du service et pour améliorer la prise en charge des patients actuellement qui sont suivis. Ce don d'une valeur de 120 millions de francs CFA marque le lancement des activités de la Fondation Orange au Burkina Faso. C'est le premier acte concret de cette présence au titre de la Fondation d'Orange et qui va entreprendre un certain nombre d'actions dans le domaine de la santé, de l'accès aux soins, de l'éducation au numérique et par le numérique. La Fondation Orange Burkina Faso devient la 16e fondation du groupe. Pour cette première année, elle a un budget de 400 millions de francs CFA. La Fondation Orange a fêté ses 30 ans le 6 mars dernier. En sport, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 débutent le mois prochain. Les étalons seront de la partie et ce matin, le staff technique a publié les différentes listes pour la préparation du match contre l'Angola. Un match qui est prévu le 10 juin prochain. On en sait davantage avec Nongba Kouda et Victorien Marienne. La première journée des éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun pointe à l'horizon. Et le sort voulant encore une fois, les étalons de Burkina auront fort à faire avec les Palancas Negras d'Angola. Une entrée en matière qui s'annonce d'ores et déjà épique. Et pour les besoins de la cause, le staff technique des étalons a échangé avec la presse sportive nationale et internationale sur les tenants et les aboutissants des 2 listes des joueurs convoqués et préconvoqués. Il faut savoir qu'en première lecture, la liste des 25 convoqués a connu quelques aménagements et apports. On constate que Bakary Koné, Jonathan Pietroapa et Jonathan Zongo ne sont toujours pas opérationnels. Et ceci expliquant cela, Dylan Ouedraogo de Monaco, Stéphane Azizki de Chypre, Anthony Koura de Nancy, France, Abdoul Ghaffar Silima de Russie et Yaya Banro en provenance du Brésil intègrent le groupe Choc. Mohamed Ouattara de l'EFO et Ismaël Karambili de l'AGEB rejoignent Yacouba Koulibaly du RCB dans le box des locaux. Bref, Paulo Duarte a sonné le rappel des troupes pour que le groupe soit d'attaque le 10 juin prochain contre l'Angola. L'objectif, c'est toujours faire mieux. Le meilleur s'appelle qualifier. Qualification pour la CAN 2019, continuer dans le ranking des 10 meilleures équipes pour que Burkina toujours il y a la capacité de trouver toujours le meilleur groupe. Et voilà, c'est arrivé et commencé au 10 juin 2017 et 2 ans après arrivé en janvier avec la qualification. Quant à la liste des réservistes, 18 joueurs, locaux comme professionnels, sont positionnés pour parer à toute éventualité. On termine ce journal par l'actualité traitée dans la presse écrite de ce mercredi. La fin de la mutinerie en Côte d'Ivoire, les factures impayées de l'État à la presse privée et les simulations d'attaques terroristes dans la capitale. Voici autant de sujets auxquels se sont intéressés les quotidiens de ce 17 mai. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigma. Attaque terroriste, une fiction pour conjurer la réalité, titre l'Observateur Palga. C'est une initiative du ministère de la Sécurité pour savoir comment réagir si un établissement hôtelier était à nouveau pris pour cible, précise le journal. Cela a suscité des réactions au sein de la population du genre « c'est pas normal, vos chefs là ne sont pas intelligents, pourquoi faire ça au centre-ville ?»
Et pourtant, c'est le prix à payer, souligne le journal, pour permettre aux forces de défense de s'améliorer et d'être plus réactives en cas de réelles attaques. Dans la même dynamique, l'Union européenne fait don de 4 véhicules d'intervention, indique Sidoya, pour un délai d'intervention de 10 minutes chrono, précise le pays. Des véhicules pour l'opérationnalisation des brigades anti-banditisme et terrorisme, mentionne le quotidien. Lequel journal signale en passant que toutes les factures impayées de l'État à la presse privée seront apurées d'ici à 2 semaines. C'est la promesse du Premier ministre Paul Kabatieba faite au patron de la presse privée, indique aujourd'hui au Faso. À l'international, le pays se penche sur le 20e anniversaire de la chute de Mobutu, qui selon lui aurait été pour Kabila un rendez-vous manqué avec son peuple, celui d'annoncer publiquement qu'il renonçait à toute velléité de tripatouillage constitutionnel pour se maintenir au pouvoir. Pendant ce temps, aujourd'hui au Faso annonce la fin du dissensus et une paix fourrée après 4 jours de turbulences en Côte d'Ivoire. Pour l'observateur Palga, la paix vaut bien 100 milliards. Dans tous les cas, insiste le pays, Ado aura appris à ses dépens qu'on ne s'amuse pas avec les primes des militaires. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur la RTV.